à votre santé. C'est la tradition boire le champagne quand on est au point le plus septentrional de l'Europe, par 71 degrés de latitude nord. Nous sommes bien sûr au Cap Nord, découvert il y a environ 500 ans et que l'on fréquente par tous les moyens depuis 300 ans, même si la route qui y conduit n'a que 50 ans. Alors le Finnmark, eh bien, c'est la Laponie, une région grande comme une fois la Belgique et 150 fois moins peuplée. C'est le soleil de minuit, les aurores boréales, la nuit polaire. C'est aussi le paradis du poisson et des pêcheurs. Et paraît-il qu'on y trouve le crabe le meilleur et le plus fin au monde. Nous sommes en Norvège, au-delà du cercle polaire arctique, dans une région plus connue sous le nom de Laponie. Elle s'étend sur 4 pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. C'est en Norvège que la communauté lapone est la plus importante. Nous commençons notre escapade tout au nord du pays, à Kirkenes. Jadis prospère grâce à sa mine, la ville fut entièrement bombardée par les Allemands puis libérée par l'Armée rouge en 1944. C'est que Kirkenes est aux portes de la Russie. Ici, les inscriptions sont autant en norvégien qu'en cyrillique. Sa situation stratégique en temps de conflit et de guerre froide en a fait jadis une terre convoitée, brûlée, puis redécouverte. Son port ouvre sur les eaux de la mer de Barents et accueille les bateaux venus des fjords de la région de Bergen et des îles Lofoten. Les voyageurs y viennent aussi pour l'une des excursions les plus prisées, la pêche au king crabs. Un petit bateau glisse sur les eaux glaciales. Mais il ne faudra pas aller bien loin pour trouver l'or de la région, puisque les fonds marins regorgent de ces crabes géants. Directement sous la glace, un plongeur ira débusquer le crabe le plus naturellement et calmement possible. Quelques minutes suffisent pour le voir remonter à la surface, avec des spécimens de 4, parfois 5 kilos. Le king crab découle en fait d'une expérience russe scientifique datant de 1960. Il fut importé du golfe de Bering vers la mer de Barents et croisé avec les crabes géants de la région de Murmansk. Au milieu des années 80, ils sont apparus ici, en Norvège. Aujourd'hui, nous pouvons en trouver partout dans la mer de Barents. Ils se sont bien acclimatés, ils ont de la nourriture en abondance, il y en a vraiment beaucoup. Et oui, ironie de l'histoire, suite aux expériences russes, la Norvège hérita de ces crabes, un peu par hasard. Durant l'automne 2002, un accord russo-norvégien permit à la Norvège la pêche commerciale du crabe rouge royal. À ce jour, le quota est fixé à 280 000 crabes mâles par an. Alors il y a 3 pattes comme ça. Vous devez juste en casser une. Et comme vous le remarquez, il y a beaucoup d'eau qui s'en échappe. C'est pour ça qu'il est préférable de faire attention en les brisant. Ensuite, vous séparez les 2 parties et la chair vient toute seule. Quand vous parlez de crabes, la majorité des gens pensent à des crabes de petite taille. Ici, les crabes géants, on les compare plus à des homards, mais les gens trouvent qu'ils sont meilleurs, avec un goût un peu plus doux et plus tendre que les homards. Les gens sont assez surpris lorsqu'ils le dégustent, ils le trouvent vraiment délicieux. C'est un repas complet, ce n'est pas juste un apéritif ou une entrée. Certains me demandent quelle est la meilleure partie du crabe, et ceci est vraiment la meilleure partie de tout le crabe. En outre, c'est là où il y a le plus de chair, on doit juste la retirer, comme cela. Il y a un grand débat en Norvège entre ceux qui sont pour ou contre la présence de ces crabes dans nos eaux territoriales, parce qu'ils ne sont pas natifs d'ici.
Mais d'un autre côté, certains pêcheurs gagnent très bien leur vie en les pêchant. Ça s'exporte dans le monde entier. Il y a aussi des sociétés comme la mienne qui organisent des safaris de king crab ou des aventures arctiques. Les pêcheurs qui pratiquent la pêche traditionnelle ont pas mal de problèmes parce que les crabes se prennent souvent dans leurs filets. C'est un gros problème car on en retrouve parfois des milliers coincés dans les filets. Cela les détériore et il faut des heures pour les extraire. Nous empruntons l'unique route qui mène tout au nord du pays, sur la pointe du Cap. Au-delà de ces terres glacées, c'est la mer, puis le pôle Nord. Dans ce désert de neige, un village se dresse, Skarsvåg. Il est le dernier village de pêcheurs habité le plus septentrional du monde. Ici, il fait jour plus de 2 mois d'affilée en été et nuit de la mi-novembre à la fin janvier. Les conditions sont rudes et les habitants désertent depuis une dizaine d'années le village. Une communauté de 60 hommes et femmes vit encore comme jadis de la pêche. Les eaux y sont les plus poissonneuses de la terre. Du saumon, du cabillaud, du haddock, en tout, plus de 15 espèces, dont certaines parmi les plus recherchées. Comme le skreil, une sorte de cabillaud qui gagne régulièrement le prestigieux Bocuse d'Or français. Les exportations de cette pêche miraculeuse sont destinées à l'Espagne, le Portugal, la France et la Belgique. Pas de souci pour trouver du travail à Skarsvåg. Et bien que quelques jeunes pêcheurs sont restés au village par amour de ce métier ancestral, d'autres se sont découragés face à la rudesse de l'hiver. Dans l'industrie de la pêche, le travail est rude. Les gens qui travaillent actuellement dans notre compagnie sont lituaniens. Ils viennent travailler ici pour la haute saison pendant 3 à 4 mois. Ensuite, ils rentrent chez eux. À part eux, les visiteurs qui viennent dans le village sont principalement des touristes. Ils visitent les villages de pêcheurs, prennent des photos, vont jusqu'au Cap Nord, restent à peu près 3 à 4 jours avant de repartir. Bien sûr, si vous n'aimez pas le poisson, je ne peux pas imaginer que vous puissiez rester dans un endroit comme celui-ci. Car ici, le poisson, c'est tout. Les enfants de ces pêcheurs, nous les retrouvons à l'école. Construite dans les années 70, lorsque le village était en pleine expansion et que personne ne se plaignait de cette villa. Aujourd'hui, elle est bien trop grande pour les élèves qui la peuplent. Salut, je m'appelle Siftrud Johansen et je suis professeur à l'école de Skarsvåg. Jeg heter Sunniva og jeg er 10 år. Hei, jeg heter Hora, jeg er 8 år. Jeg heter Marianne, jeg er 13 år. Hei, jeg heter Alexander og jeg er 11 år. Voilà pour les présentations plutôt rapides. Normal, ils ne sont que 4. Nous sommes là dans ce qui pourrait constituer l'un des drames de notre monde moderne. Des villages qui s'éteignent et une communauté qui doit hypothéquer son avenir sur l'incertaine scolarité de ses enfants. C'est ma première année. Je vis ici depuis 1983. Mais avant, je m'occupais du nettoyage de l'école. Ensuite, j'ai repris ce poste d'enseignante. Je suis institutrice. Comment former 4 enfants d'âges différents quand on est institutrice depuis 1 an seulement ? Il faut faire un exercice avec lui, puis un autre avec ces 2-là, et encore autre chose avec la dernière. Donc je dois jongler entre 4 matières différentes avec les 4 élèves. L'an prochain, l'école fermera sans doute. Bien trop coûteux de la faire fonctionner pour si peu d'enfants. Les jeunes couples du village ne voient pas comment demeurer à Skarsvåg si leurs enfants ne peuvent être scolarisés. Bien sûr, on peut toujours les envoyer à la ville la plus proche, 60 km de là, mais l'unique route est inaccessible plusieurs semaines durant l'hiver. Pour attirer les touristes, mais aussi les potentiels habitants, la maman d'Alexander veut diversifier l'activité économique du village. À côté du poisson, la maison de Noël. Concurrence symbolique au village du Père Noël en Finlande,
cette caverne d'Ali Baba nordique offre toute la déco que réclame cette fête. Et l'on vient de partout s'y ravitailler après la visite du Cap Nord. Je travaille pour repeupler le village, car ici, la moitié des maisons sont vides et nous avons besoin de plus d'enfants pour préserver l'école. Je fais tout ce que je peux. J'ai des contacts avec le journal le plus important d'Oslo ainsi que la télévision norvégienne pour leur raconter toute l'histoire de ce village de pêcheurs, le plus au nord du monde, afin qu'il subsiste même en hiver. Car la plupart des gens ne viennent que durant l'été, dans leur résidence de vacances. J'aimerais leur dire que c'est l'endroit le plus calme au monde. La vie est tranquille. Il n'y a vraiment rien à craindre. Nous n'avons pas de criminalité, les portes des maisons sont ouvertes, ainsi que celles des voitures. Les enfants jouent dehors, en été comme en hiver, le tout sous le soleil. À côté de la pêche traditionnelle en mer, il y a une autre grande activité économique, l'aquaculture de saumon. La Norvège en est le premier producteur mondial. 24 000 personnes tirent directement ou indirectement le revenu de l'aquaculture. 730 000 tonnes produites en 2007, 52% de la production mondiale. Le pays est pionnier dans ce domaine. Ce saumon, on le connaît bien. Il se retrouve sur tous les étals des poissonneries européennes. Bien sûr, ici plus qu'ailleurs, on le consomme quasi quotidiennement et les préparations sont aussi subtiles que variées. Le chef Kolbjørn Moe est le spécialiste du saumon. Le traditionnel wok lapon est parfait pour une cuisson savamment contrôlée. Le saumon est un produit suffisamment noble pour le déguster le plus simplement du monde, cuit, mariné ou fumé. J'ai disposé 6 différentes sortes de saumon froid. 4 sont marinés. Ici, le saumon est mariné avec du bouleau, des épices et des herbes qui ne poussent que dans notre région. Voici la marinade au bouleau et romarin sami que l'on appelle Finnmarksborsj. J'ai aussi fumé à chaud un autre type de saumon qu'on utilise pas mal ici. Enfin, ça, c'est du saumon salé. Pour la petite histoire, la marinade, dite gravlax, littéralement saumon enterré, représentait une technique de conservation traditionnelle consistant à enterrer sa pièce de saumon directement dans la terre au fond du jardin. En matière de tradition, la Laponie comble n'importe quel voyageur. Pour aborder cette culture particulière, nous quittons les côtes lapones pour l'intérieur du pays. Dans la région d'Alta, les motoneiges vous font accéder à des plateaux où le spectacle d'un coucher de soleil laissera des traces dans la mémoire. Et pour passer la nuit, des chambres d'hôtel que vous n'oublierez pas non plus. Bien que le village du Père Noël se trouve en Finlande et non pas en Norvège, il y a une manière de prendre des vacances très tendance et assez chères aussi. Ce sont les hôtels de glace. On en trouve 2 dans le Finnmark. Il faut des dizaines de tonnes de glace et de neige pour les construire. Un peu plus d'1 mois de construction. On peut y occuper les chambres entre le mois de janvier et le mois d'avril. Il y a même une chapelle et on vient s'y marier de loin. Et croyez-moi, au point de vue femme d'ouvrage, prendre les poussières ici, c'est un véritable plaisir. Vous ne vous couchez pas directement sur la glace. Vous avez un matelas avec une couverture en peau de renne et avant d'aller dormir, on vous fournit un sac de couchage pour température extrême. Un oreiller, c'est tout ce dont vous avez besoin pour passer une excellente nuit. La Laponie et son peuple, appelé Sami, ont puisé leur force et leur âme dans les éléments naturels, souvent austères, qu'ils célèbrent au son du joik, un chant traditionnel intime et personnel.
Si vous êtes nonchalant, votre rythme sera plus lent. Si vous êtes plus nerveux, ce sera plus rapide. Ce rythme exprime votre personnalité, mais pas uniquement. Votre yoke évolue avec vous, il est personnel. Les mots arrivent aisément. Pas des phrases complètes, mais des métaphores pour décrire ce que vous avez fait ou votre état d'esprit. Quand je repense à mes amis qui ne sont plus parmi nous ou qui vivent ailleurs dans le monde, je les yoke. Et je me souviens d'eux plus intensément. Les Samis vivent dans 4 pays différents. La Norvège, la Finlande, la Suède et la Russie. En Norvège, nous sommes à peu près 40 000 Samis. En Suède, 20 000. En Finlande, 8 000. Et en Russie, seulement 2 000. Lorsque le christianisme arriva, les chamans furent exécutés et les tambours brûlés. Mais nous en avons retrouvé quelques-uns, enfouis dans la terre, ce qui nous a permis d'expliquer les histoires. Sur les tambours, il y a des signes. Le chaman est le premier à les avoir chantés dans le yoke. Quand il frappait son tambour, il entrait en transe en chantant. Quelque chose comme ça. Lorsqu'il entrait en transe, il racontait qu'il voyageait de par le monde, au travers des montagnes, de l'eau, pour prédire l'avenir ou expliquer ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes semi-nomades, parce que le développement a touché la société Sami. Jadis, nous utilisions le renne pour tout, mais principalement comme moyen de transport, pour descendre des montagnes vers les plaines, afin de s'y ravitailler en vivres. Cela prenait 2 ou 3 jours, puis nous retournions chez nous. Mais à l'heure actuelle, nous utilisons les motoneiges, et cela ne nous prend pas plus qu'1 heure. C'est une vie de plus en plus facile. Nous utilisons ces nouvelles technologies, comme les motoneiges, les 4x4, le téléphone mobile. Cela nous aide dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, les Samis vivent avec leur temps, et sans doute plus sous le laou, la tente typique. Il n'empêche que bon nombre d'entre eux sont de vrais défenseurs de la culture. Je fume le renne à petit feu pendant 6 heures. J'utilise des bûches, ainsi que cette herbe. Je ne me rappelle plus du mot anglais, mais il ne faut pas en utiliser trop car cela donne un goût très prononcé. J'en utilise juste au début de la cuisson, mais l'élément principal pour le fumage reste la bûche. Roger Mandal est un de ses défenseurs. Pour lui, perpétuer la tradition culinaire, comme le fumage de viande de renne sous le laou, il ne peut en être autrement.
Repas principal, et pourtant il est 16h15. Alors vous allez me dire, de quoi s'agit-il? Eh bien, les Norvégiens ne prennent pas les repas tout à fait à la française, je dirais. Et bien sûr, il y a le petit déjeuner, il y a le l'encas du midi, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'appeler, puisque généralement c'est un plat froid. Et le repas principal est chaud, qui se prend, j'ai envie de dire, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 17h, 17h30, le plus souvent aux environs de 16h, quand les enfants sont rentrés de l'école, parce que ici, dans une bonne partie du pays, eh bien, les journées sont particulièrement courtes. Et puis avant d'aller dormir, sur le cas de 20h, on prend encore un peu de pain, comme au petit déjeuner. Le renne, première économie du pays lapon depuis toujours. Au XVe siècle, les gouvernements norvégiens, finlandais, suédois et russes décident de taxer le peuple sami. Sans autre ressource, ce dernier s'acharne alors à chasser le renne jusqu'à pénurie du gibier. L'élevage devient vite l'unique solution. Aujourd'hui, un tiers de cette population semi-nomade s'occupe d'élevage, dans les plaines l'hiver et sur la côte l'été, faisant étape dans des tentes disséminées sur les sentiers de passage de la transhumance. L'élevage de rennes est aujourd'hui la seule forme de nomadisme en Europe. Pour découvrir ce monde à part, nous avons décidé de rencontrer à Kautokeino Niels, président de la Fédération des éleveurs de rennes. Son rôle est d'organiser l'élevage selon les lois norvégiennes en vigueur. Le secteur du renne est florissant, sa viande se vend à prix d'or ces dernières années. Nous avons un problème qui serait presque un luxe. Beaucoup de monde souhaite se lancer dans l'élevage de rennes. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de terre pour ceux qui souhaitent commencer l'élevage, car les domaines qu'on leur consacre sont de plus en plus petits chaque jour, puisque la société a besoin d'espace pour son expansion. De plus, nous avons tous nos pâturages traditionnels déjà utilisés par nos ancêtres. Ils restent dans les familles et tout le monde utilise toujours les mêmes pâturages que les ancêtres. C'est facile, on sait où sont nos bêtes à chaque instant de l'année. En fait, autrefois, on gardait tout le renne et on se servait de tout, la peau, la fourrure, les bois. Mais aujourd'hui, nous sommes davantage des producteurs de viande. Karachok, 18 km de la Finlande, la capitale du pays sami. On dit ici qu'il y a 2900 habitants pour 100 000 rennes. Un village reconstitué témoigne de la vie des lapons. Voici des chaussures pour l'été. Elles sont faites à base de boue et de peau de renne, ce qui permet de marcher dans l'eau. Le pantalon, lui aussi, est en peau de renne. Nous avons retiré tous les poils et traité la peau pour en faire un pantalon. Pour l'hiver, nous laissons la fourrure, ce qui le rend plus chaud. Il est encore utilisé aujourd'hui pour marcher dans les bois. On le met aussi en dessous des robes. Comme il fait très froid dans ces régions, nous avons un manteau en peau de renne comme celui-ci. Quand il fait moins 50, vous en portez deux. Un fait de peau et un autre avec la fourrure à l'extérieur. Cela permet de garder la chaleur. Et sur les chaussures, également faites en peau de renne, les poils sont placés dans les deux sens, ce qui évite de glisser. Et à l'intérieur, vous avez de l'herbe qui garde la chaleur. Et si la pointe est recourbée, c'est pour permettre aux Samis d'attacher leurs chaussures au ski, en dessous d'une lanière, et de les retirer aussi facilement que ça. Le bijou que vous voyez est bien sûr traditionnel, mais il devient de plus en plus grand. On utilise ces bijoux pour se protéger du diable et des mauvais esprits. Comme on rencontre encore quelques bigoudaines à Quimper, on croise aussi de temps à autre des dames en habits traditionnels. Elles ne le portent pas uniquement lors des fêtes et des cérémonies, mais aussi au quotidien. Bien sûr, les habits ont évolué. Quant aux bijoux porte-bonheur, ils ont leur temple. Une bâtisse hors du commun sur les hauteurs de Kautokeino, un village de 3000 âmes à peine, dont 85% parlent le sami. Cette maison familiale fut construite dans les années 1970 par un couple d'artistes désireux de changer de vie.
Quand mes parents sont arrivés, ils étaient les premiers bijoutiers dans cette région du Nord. Avant cela, les Samis se procuraient leurs bijoux auprès de marchands. Voilà pourquoi ces bijoux provenaient de toute la région scandinave chargée d'une histoire culturelle importante. Mais quand mon père est arrivé, les gens ont enfin pu décider du style de bijoux qu'ils désiraient. Pas seulement acheter ce que le marchand proposait, mais aussi un bijou qu'ils auraient eux-mêmes créé, plus grand, plus brillant, avec plus de couleurs. Parfois, cela se faisait sur base d'un dessin. C'est ainsi qu'est né un nouveau style de prêt-à-porter de bijoux Sami. Pour les nomades, les bijoux sont importants car c'est la seule chose que vous possédez avec les animaux. Lorsque vous êtes toujours sur la route, vous devez être pratique et ne pas vous encombrer. Pour les Samis, la bijouterie est importante. En posséder, en porter beaucoup, c'est une grande part de leur culture. C'est une culture traditionnelle sans être conservatrice. Elle est même très tendance car elle se tourne vers l'avenir, toujours en mouvement et en devenir. Si vous vivez 8 mois sur la neige blanche, c'est comme si vous étiez dans un désert. Alors évidemment, vous avez envie de couleurs. Vous en voulez dans les choses matérielles que vous portez comme dans les bijoux. C'est exactement ce que l'on retrouve dans les bijoux d'aujourd'hui avec de belles pierres colorées. Poris Puarte, ou à peu près. Bienvenue dans un lieu éminemment symbolique puisque nous sommes au Sameting, le parlement du peuple Sam. Et d'ailleurs, la forme architecturale de ce parlement évoque la tente traditionnelle des Samis, longtemps brimée par l'État norvégien, il faut bien le dire, qui a fait une sorte de mea culpa en créant ce parlement en 1989, en lui donnant les moyens de fonctionner. Ce sont ici 43 parlementaires qui se réunissent 4 fois par an pour une session d'une semaine pleine. Il y a même un gouvernement, on peut l'appeler comme tel, de 4 personnes qui règlent au quotidien les matières qui sont, au sens large du terme, personnalisables, qui ont trait à la culture, à la langue et à l'éducation et bien sûr à la fierté nationale. Bien voilà, une tradition, et on peut même le dire, un sport national. Hein, c'est le traîneau attelé à un équipage de chiens. On peut aller jusqu'à 16 chiens. On en a mis 12 à notre disposition. Ce sont des chiens qui adorent courir, qui courent tous les jours, même par des températures très froides et sur de très longues distances, puisque le raid le plus important couvre pas moins de 1100 km. C'est la plus grande épreuve de chiens attelés au monde et c'est en Norvège qu'elle se déroule. Hey, oh, lo, le, lo, le, lo, la. Hey, oh, lo, le.